On va être en duplex avec Stéphane Rostin. On va établir le duplex si c'est possible. Il est en ligne a priori, Stéphane? Ouais. Donc on va le voir à l'image. Bien. Voilà. Bonjour Stéphane Rostin. Bonjour. Vous allez bien? Oui, désolé de ne pas être là. Il suffit d'un petit coup de zèle et trois gouttes de pluie pour qu'on ne soit pas là. Voilà. On va donc. Pourtant, vous avez l'habitude de la pluie ou avec les forêts Ah tropicales bah quand moi je même? suis pas fait en sucre, mais il semblerait que la SNCF, si. Alors, Stéphane Rostin, vous allez nous faire votre présentation sur l'Amazonie qui tombe le masque. C'est le titre de cette intervention. Donc je vous laisse la parole et on se retrouve tout à l'heure. Merci et merci de cette invitation. Merci aussi à Nathalie Campion et l'équipe qui ont réussi à sauver des eaux cette rencontre. Et je regrette vraiment de ne pas avoir eu de train pour venir, à vrai dire. Mais alors, moi, je vais parler de choses beaucoup plus récentes et surtout, je vais parler de la composante humaine dans la forêt, puisque c'est souvent celle qui est oubliée, et dans celle où on l'attend peut-être le moins, qui est l'Amazonie, puisque on sait bien que l'Amazonie est une forêt vierge. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit depuis 500 ans. Et je voudrais tester cette hypothèse à la lueur des travaux récents. Je partage mon écran. Alors, quand je parle évidemment de présence humaine en Amazonie, je ne parle pas du tout de notre présence occidentale actuelle qui est très efficace, hein, mais dans la destruction de la forêt. Non, je vais plutôt aller du côté autochtone où on est face à des attitudes plutôt positives et constructives dans la forêt et une présence extrêmement euh, notable, mais il faut savoir évidemment regarder et il faut avoir le regard autochtone pour déceler la présence humaine dans cette forêt. Alors, par exemple, ici, on a un tronc d'arbre typique de l'Amazonie et on voit dans cette photographie un impact humain très clair, hein, que vous avez sûrement déjà repéré. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, j'y reviendrai plus tard. Euh, la forêt. Alors il faut se souvenir que lorsque Christophe Colomb est arrivé dans l'embouchure du delta de l'Orénoque lors de son troisième voyage en 1498. Il voit donc un bout de l'Amazonie, le bout extrême nord-est, et il est impressionné par cette forêt et il croit être arrivé au paradis terrestre. Donc la quintessence de la forêt vierge par les textes. Et il est très impacté. D'ailleurs, il s'attend à trouver des monstres de tout type dans ce paradis terrestre. Et les premières cartes qui vont être faites de l'Amérique du Sud peuplent cet endroit de nombreux êtres, des Indiens sans tête, des Indiens aux longues oreilles, des cannibales, et même des Amazones qui sont perdus dans cette région. Basiquement, alors c'est vraiment d'une façon très simpliste, on a tendance à diviser notre monde entre la cité, qui est donc représentante de la civilisation, euh, que l'on habite évidemment pleinement au XVe siècle en arrivant aux Amériques, face à la forêt qui pour beaucoup, était, et jusqu'à aujourd'hui encore, le lieu de la sauvagerie, le lieu de la nature qui s'exprime toute seule, qui n'a pas besoin de l'humain. Et d'ailleurs, le nom Sylvaticus a donné selva en espagnol, mais aussi sauvagerie, notamment en français. Et entre cette ville et cette forêt, il y a quand même une zone tampon, une espèce de purgatoire, j'ai envie de dire, qui est la campagne, qui n'est ni totalement civilisée, ni totalement sauvage. Alors c'est une vision évidemment extrêmement simpliste, mais qui a le désavantage de rejeter complètement la forêt hors
de la ville et hors de notre concept, de progrès, de civilisation. D'ailleurs, les forêts, mettent beaucoup de temps souvent à être classées au patrimoine mondial de l'humanité en tant que terre naturelle. Et donc, faudrait se souvenir, j'aime bien me souvenir que quand même l'idée de protéger des sites et des monuments naturels au départ était lancée pour leur caractère artistique, hein, pas pour leur caractère écologique comme aujourd'hui. Il y a un siècle, lorsque les propositions de classement ont été faites, c'était vraiment dans ce but artistique. Donc c'était un bel objet qu'on pouvait contempler mais pas utiliser. Euh, je prends cet exemple puisque j'ai été très intéressé un temps à regarder les cartes de l'UNESCO, parce que c'est très joli, tous ces sites qui sont préservés, qui sont classés, qui sont glorifiés. Il y avait juste dans cette carte mondiale, ce planisphère que j'observais de temps en temps, un blanc de 7 millions de kilomètres carrés qui était l'Amazonie, qui n'avait aucun site classé. Enfin, si 2, mais c'est des 2 sites coloniaux et des Saint-Louis et Paramaribo, des sites fortifiés, avec des pierres. Donc, la présence, ancienne, des occidentaux en Amazonie. Mais de sites, réellement autochtones, il n'y en avait pas jusqu'en 2018, où l'UNESCO a reconnu, le site de Chiribekete, dans l'Amazonie colombienne comme étant un site naturel et culturel grâce à ces peintures rupestres. Alors c'est un grand site, hein, c'est près de 30 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire la moitié de l'Irlande. C'est qu'en Amazonie, il faut toujours rajouter un ou deux zéros quand vous imaginez les dimensions de ce qu'on voit. Euh, donc, l'Amazonie, en quelques mots, je viens de le dire, 7 millions de kilomètres carrés, 15% de la biodiversité mondiale, euh, 40 000 espèces de plantes estimées, évidemment, de même que les 2,5 millions d'insectes. C'est une rivière l'Amazone, une rivière qui court sur 6 800 kilomètres de long, c'est-à-dire la plus grande rivière du monde. Pour vous donner une idée, dans l'embouchure que vous voyez ici, à droite de la carte, vous avez une embouchure qui fait 300 kilomètres de large. Et la petite île qui bouche l'embouchure, si je puis dire, c'est l'île de Marajo qui fait la superficie de la Suisse, 48 000 kilomètres carrés. Et dans le bas Amazon, la largeur est de plus de 10 kilomètres de large. Donc on est sur du gigantisme total. Il y a plus de 1000 affluents qui se jettent dans l'Amazone. Le bassin de l'Amazone couvre 9 pays. Pays andins, et évidemment le Brésil en grande partie, mais aussi 8 autres pays que vous pouvez voir ici. Et on parle toujours de l'extrême biodiversité de l'Amazonie. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une ethnodiversité très importante, puisque on parle encore plus de 350 langues. Et je ne parle pas de dialecte, je parle de langues en Amazonie. On est une fois de plus dans du gigantisme, une surface comparable comme l'Europe. On parle quoi, une trentaine de langues et 4 familles linguistiques. En Amazonie, ce sont plus de 60 familles linguistiques et on estime qu'au moment du contact, il y aurait peut-être eu 2000 langues de parler. Les arbres aussi, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus. Les arbres, on estime 16 000 espèces d'arbres en Amazonie, dont la moitié sont déjà inventoriés, et 390 milliards de troncs, évidemment, chiffre qui baisse de jour en jour. Vous le savez que trop. Je disais que 15% de la biodiversité du monde provenait d'Amazonie. Je voulais juste vous le concrétiser, ce chiffre, parce que les chiffres, c'est bien joli, mais ça ne veut pas dire grand-chose souvent. Euh, Vous avez en Amazonie, enfin dans le monde, un oiseau sur 7 et une espèce d'oiseau sur 7 est amazonienne. Une espèce de grenouille
sur 8, sur 9, pardon, est amazonienne. Une espèce de mammifère sur 11 est amazonienne et une espèce de serpent euh, sur 15 est amazonienne. Donc vous voyez, il y a une vraie omniprésence de la biodiversité. On l'a vu végétale, mais aussi animale en Amazonie, même si ces animaux ne sont pas, on va dire, extraordinaire. En tout cas, quand les Européens sont arrivés en Amazonie, ils n'ont pas été choqués par les espèces d'animaux, puisque finalement, ce sont les mêmes types d'animaux qu'en Europe, sauf la taille. Évidemment, les araignées sont un peu plus grosses, les serpents sont beaucoup plus gros, mais on est quand même sur des animaux comparables d'une certaine façon à ceux de l'Europe. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique, où c'est vrai que rencontrer des vaches au long nez et aux grandes dents, toutes grises, ça a dû impressionner, ou des chevaux qui avaient tout jaune avec des taches noires avec un très grand cou, ont dû impressionner les premiers explorateurs occidentaux qui n'avaient évidemment jamais vu au départ d'éléphants et de girafes. S'ils en avaient vu, c'était à l'époque romaine, mais ça remontait déjà un peu loin. Et puis, on parle de biodiversité, d'ethnodiversité, mais également, il faut juste souligner la micro-diversité avec d'abord une biologie des sols extrêmement euh, forte. On parle souvent des sols stériles d'Amazonie, mais on ne peut pas réduire 7 millions de kilomètres carrés à une terre stérile. En réalité, il y a des patchs de sols extrêmement fertiles en Amazonie et surtout très divers. De même, comme souvent sous les tropiques, on a une collection de bactéries, de microbes, de cellules euh, euh, très forte, très supérieure à ce qu'on va trouver dans les pays tempérés. Alors évidemment, parfois ils nous tuent, mais ça reste de la vie. Ces aspects ont souvent été négligés par notre arrogance naturelle vis-à-vis des tropiques. Et puis enfin, il y a les zoonoses qui nous sont parfois et souvent fatales, qui commencent à être révélées à cause de la déforestation. Ça a été le cas en Afrique, ça a été le cas dans l'Asie du Sud, du Sud-Est, et ça sera probablement le cas aussi en Amazonie. Pour l'instant, c'est plutôt euh, en Sibérie, enfin dans l'Arctique, qu'on va trouver des zoonoses qui apparaissent avec le dégel du permafrost. Revenons à l'Amazonie. Comme je le disais, ce n'est pas une forêt vierge, on va essayer de le voir, ni une forêt primaire, on est face à une forêt mixte d'une certaine façon. Mixte parce que l'humain est présent dans cette forêt depuis au moins 13 000 ans. Alors, je vous ai fait une chronologie très simplifiée de l'époque d'avant les Européens, avec une première époque de peuplement, hein, juste entre 13 et 8 000 ans, puis de domestication des plantes et du paysage, des plantes parce qu'il n'y a pas eu de domestication animale en Amazonie. Et puis après, il y a eu des constructions. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de pierres en Amazonie, donc la monumentalité, elle est plutôt faite avec la terre. Et enfin, il y a des grandes époques de mouvement juste avant l'arrivée des Occidentaux. Cette arrivée, justement, alors j'aime bien cette image, c'était la couverture d'un livre de classe de 1943, avec cette franche poignée de main très politique du Sioux. On ne sait pas ce que le Sioux fait dans les Antilles, en voyage probablement. Et puis cette jeune Indienne déjà subjuguée par son futur maître, et évidemment l'éternel garde suisse derrière Christophe Colomb, qui n'avait évidemment pas habillé comme ça à l'époque, et Christophe Colomb qui est d'ailleurs très élégant après un voyage de monde. Enfin voilà, toujours est-il que ce qu'on a apporté en plus de la civilisation, entre guillemets, c'est évidemment des virus qui étaient inconnus des populations américaines et qui les ont décimés. Euh,
un peu partout, en Amazonie comme ailleurs. C'est ce qui explique pourquoi les premiers explorateurs ont rencontré peu d'autochtones, c'est qu'ils étaient morts déjà à cause des très nombreux chemins commerciaux qui transportaient eux-mêmes les virus. Et quand les premières explorations de l'Amazone ont été faites, il y avait déjà 85% de la population amazonienne qui avait disparu face aux maladies. On le voit très bien dans les quelques chiffres euh, qui ont pu être extrapolés depuis le contact. Ici, vous voyez en Guyane, par exemple, au moment du contact, euh, les proportions estimées de différentes ethnies, une chute vertigineuse qui est compensée au XVIIIe siècle par des arrivées de nouvelles populations venues du Brésil, de nouvelles populations autochtones, hein, qui se réfugiaient donc euh, de la conquête du Brésil, et puis de nouveau une chute vertigineuse jusqu'à l'apparition à la moitié du XXe siècle de la vaccination systématique des populations qui les a rendues plus résistantes à nos virus. Et vous voyez une montée euh, de la démographie très marquée. Puisque je ne suis pas à Rouen, j'essaye de l'être d'une façon ou d'une autre. Et je vous recommande d'aller voir au musée d'archéologie de Rouen ces deux bois sculptés qui sont intéressants. Sur des bas-reliefs qui datent du XVe siècle, du XVIe siècle, pardon, et qui représentent un peu notre arrivée extrêmement efficace en Amazonie, puisque on s'est précipité, notamment sur la forêt atlantique, où il y avait beaucoup de bois du Brésil, le Pernambouc, qui est un bois intéressant puisque pour nous, parce il est orangé, l'intérieur est orangé, et si vous mettez un copeau dans un verre, le verre devient rose, un très joli rose fuchsia, et ça servait de colorant pour les tissus en Europe. Donc on s'est précipité sur cet arbre qu'on a appelé bois de braise à cause de sa couleur rouge, et braise qui a donné évidemment Brésil. Euh, et alors le cynisme n'a pas de frontières, hein, de limites, puisqu'on a déforesté horriblement cette forêt atlantique et une partie de l'Amazonie, en mettant les autochtones eux-mêmes au service de la destruction de leur milieu. Ça, parfois, on a entièrement déforesté certaines régions. Les îles d'Aruba, Bonaire, Curaçao, les ABC au large du Venezuela ont été complètement ratiboisées de tous leurs arbres et qui n'ont jamais repoussé à cause du vent très important euh, dans ces îles. Et ici, vous voyez donc la coupe de cette forêt par les autochtones et l'embarquement des grumes vers l'Europe, ces sculptures sont faites sur du bois du Brésil. Vous pouvez les voir, ce sont deux panneaux magnifiques à Rouen. Et évidemment, cette dynamique, on n'allait pas s'arrêter là, a continué. Ça a commencé par le bois du Brésil, mais on a fait la même chose avec le bois de rose, le latex. Pendant des siècles, jusqu'au XXe siècle, on a vraiment déforesté, déboisé. C'était la première production de Guyane, était évidemment le bois pendant tout le XXe siècle, qui était exporté directement en Europe. On a été assez bon sur ce coup-là. On a même mis les bagnards au service de cette déforestation. Et puis après, on a eu des choses un peu plus conséquentes, un peu plus efficaces. Et la tronçonneuse est devenue un peu l'emblème de cette Amazonie, hélas. Et tout, par rapport à ça, pourquoi on s'est permis de faire tout ça? C'est parce qu'on a simplement utilisé une vieille loi romaine qui dit que celui qui fait fructifier une terre en est propriétaire, et on a estimé que les autochtones n'avaient rien fait sur cette terre et donc n'en étaient pas propriétaires mais seulement locataires, ce qui nous a permis de confisquer cette terre et d'écarter les autochtones. Et d'ailleurs dans le droit international, il y a une espèce de ventre mou sur justement l'appartenance. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur le fait que la propriété autochtone, elle est collective et jamais privée ou gouvernementale, ce qui facilite le fait de ne pas la reconnaître.
Toujours est-il que les autochtones voient la forêt d'une façon très différente de nous. Par exemple, les palmiers qui sont à la base du premier peuplement de l'Amazonie, puisque ces fruits ont été largement utilisés par les premiers paléolithiques. Les palmiers, nous, on divise la famille des palmiers en 180 un genre et 2600 espèces. Les autochtones ne font pas une famille, une grande famille pour les palmiers. Pour eux, chaque palmier est individuel, a un nom et différencié des autres. Mais ils ne le voient pas comme une famille d'arbres. Voilà par exemple comment les Yanomami dessinent les différents arbres de leur forêt. Alors, ce qui est intéressant dans ces dessins, c'est l'association presque systématique, en tout cas dans la moitié des cas, avec des animaux, oiseaux, singes ou autres, puisque les autochtones considèrent comme un tout ce monde vivant avec animaux et plantes. D'ailleurs, ils y ajoutent aussi tous les esprits de la forêt, les esprits invisibles que nous ne voyons pas, mais qui sont omniprésents dans la nature. On ne va pas couper, déforester une parcelle de forêt juste sans demander l'autorisation au maître de la forêt, puisque les êtres invisibles sont quelque part les jardiniers de la forêt. Cette forêt est jardinée pour les autochtones. Et puis, on parlait un peu de la domestication, mais la domestication des arbres est importante, mais d'autres arbres non domestiqués ont été largement utilisés et sont encore utilisés, comme l'açaï ou le noyer du Brésil, extrêmement utilisés alors qu'ils restent sauvages. Euh, et, euh, et donc, ces arbres sauvages, sans être domestiqués, sont gérés, sont souvent gérés par les habitants de la forêt. Tout sert dans l'arbre. Évidemment, le bois qu'on va retrouver pour construire les villages, les maisons et aussi les palissades hein, en temps de guerre, mais aussi pour la fabrication de pirogues, on utilise l'arbre et puis évidemment en bois de chauffe et bois de cuisson. Ici, c'est un foyer chouard qui est intéressant parce qu'on prend trois bouts de tronc et on les rapproche au fur et à mesure qu'ils se consument dans le centre. C'est-à-dire qu'avec des gros troncs, on a plusieurs jours de brûlage continu. Et puis évidemment, il y a tout l'outillage euh, euh, de bois qu'on ne retrouve que l'archéologue ne retrouve pas, mais qui est présent. Alors on va le retrouver soit dans les musées, puisque évidemment les premiers colons ont énormément échangé les armes primitives des autochtones, puisqu'il y avait beaucoup de massues et les armes ont fasciné les premiers explorateurs. C'est pour ça qu'on va les retrouver dans les premières collections royales et aujourd'hui dans les musées. Mais si on fait un vrai état des lieux de la culture matérielle des autochtones, l'armement reste assez mineur. Mais on retrouve aussi dans les rivières, au fond du lit des rivières, parfois, comme ici, la pagaie et l'épée, des pièces très anciennes en bois. Alors, je dis qu'une partie de l'Amazonie n'est pas primaire parce que, évidemment, les autochtones ont énormément occupé cette Amazonie, mais ils n'ont pas tout transformé, mais ont transformé des parcelles, notamment de végétation, en favorisant certaines espèces, en plantant certaines espèces, en faisant des champs. Et ces changements perdurent souvent dans le temps. Et une partie donc de la végétation d'une partie de l'Amazonie a été induite par les humains. Et cette proposition a été validée définitivement en 2017 grâce à la publication d'un article important dans Science par une équipe, une cinquantaine de botanistes et archéologue, et vous pouvez voir le schéma résumant un peu cette idée, où dans les sites archéologiques, on a une augmentation des arbres, donc des sites anciens, hein, abandonnés depuis longtemps, une augmentation d'espèces comestibles et cultivées, et ces proportions retombent, parfois même à zéro, lorsqu'on arrive en forêt primaire. Mais vu le nombre de sites, on a une partie de l'Amazonie qui a été en partie transformée par les humains.
Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pu favoriser la biodiversité de la forêt. Et les premiers biodiverseurs, sont finalement les enfants, avant les adultes, puisque les enfants passent leur temps à grignoter, des fruits notamment des arbres fruitiers plantés autour du village. Vous avez un village, ils passent leur temps à grignoter et donc favorisent, en crachant les pépins ou les noyaux, favorisent, la prolifération, d'arbres, domestiqués, d'arbres comestibles. Alors ça, c'est des photos que vous voyez aujourd'hui, mais vous les verrez probablement plus dans les décennies à venir puisque, on a trouvé une fois de plus un moyen d'arrêter, cette biodiversité induite, en les couvrant de, barres chocolatées et autres, sucres, violents. Et donc ils ne se servent beaucoup moins, hélas, de fruits. Alors ça, non seulement, ça a multiplié le nombre de caries chez les enfants, de l'Amazonie, mais aussi, on a une crise du diabète, un peu partout, dans les groupes, autochtones, sans compter de l'obésité. Mais ça s'appelle civilisation, il ne faut pas critiquer. Domestication, on parle souvent, de la Mésoamérique et des Andes comme des grands centres de domestication. Alors ce sont des centres de domestication, mais grands peut-être pas, puisque au Mexique, vous avez, quelques plantes qui ont été, domestiquées, dans les zones aussi, moins d'une dizaine. En Amazonie, on en est à plus de 150, à près de 150 plantes qui ont été, domestiquées ou en partie domestiquées et c'est vraiment le plus grand centre mondial de domestication, des plantes. J'ai parlé de la végétation, mais il faut aussi parler du sol et du sous-sol puisque l'Amazonie, possède un trésor, un or noir. Alors c'est pas le pétrole, c'est, cette terre, qu'on appelle terra preta, donc terre noire en portugais, qui est, vous voyez, très, très noire et qui, est extrêmement fertile. Elle est près de 900 plus fertile que les terres alentours, que les terres, intouchées, puisque ça, cette terre résulte de l'occupation, une dense occupation humaine, et répétitive. Elle résulte de déchets qui ont été, accumulés, de déchets notamment de cendres et de charbon des foyers, mais aussi les petits ossements, les restes de nourriture, les restes des déchets, humains, hem tout ce qui a été rejeté dans le sol a fabriqué, a transformé, cette terre pour en faire une espèce de Frankenstein, pédologique et faire une terre qui s'est, transformée et est devenue, évidemment, très utile pour les, cultivateurs. Ici, vous voyez une fouille sur un site archéologique puisque évidemment ces terres sont, d'anciens sites archéologiques avec beaucoup de matériel, céramique et donc sont fouillées par les archéologues. Comment elles se fabriquent? Au départ, c'est totalement involontaire, mais les autochtones en ont vu les avantages, c'est que les autochtones balaient énormément, nettoient énormément leurs maisons et leurs alentours, puisque lorsque vous marchez pieds nus, il n'est pas bon, sous les tropiques, il n'est pas bon d'avoir une coupure en marchant sur un tesson de céramique ou sur une pierre taillée. L'infection vient très vite. Donc, il y a une propreté. Alors, en plus du fait que les autochtones sont très propres, hein, une propreté maintenue tous les jours par balayage et ces résidus que vous voyez devant sont souvent brûlés et accumulés au pied des plantations autour du village qui petit à petit devient noire. Cette terre, elle est assez incroyable puisqu'elle prolifère par elle-même par un phénomène qu'on ne comprend pas encore totalement. Vous voyez ici, dans une région du Amazone, une parcelle de forêt qui a été déforestée et plantée de maïs, et à la même époque une parcelle de terra preta dans la forêt qui a été défrichée et plantée du même maïs. Et vous voyez qu'en quelques mois, la différence avec le même garçon, la différence de pouces entre les deux types de terres voisins. Ça me rappelle un peu ce que je voyais enfant dans les Hakim Color au CV, il y avait toujours des pubs pour devenir très costaud en 15 jours avec des photos truquées. Et moi, ça me fascinait parce qu'il y avait le avant et le après. Et ben, la Terra Preta, c'est un peu une espèce comme ça d'impulsion euh, progressive de la fertilité des sols. On va vers la Et puis conclusion, en Stéphane. dernier,
Oui, On va aller vers la conclusion parce que le on temps y va. passe. Ouais. Oui, on y va depuis le début, en fait pas. Et on va y arriver. Je vais aller très vite sur la dernière partie. Vous avez une anthropisation. Ils ont changé une partie de la végétation, ils ont changé une partie des sols et aussi le modelé de la forêt elle-même en construisant beaucoup de structures en terre, creusant ou accumulant. Ici, des champs surélevés dans les savanes inondables de Guyane qui ont changé les marécages côtiers homogènes en une superficie hétérogène qui a évidemment favorisé aussi la biodiversité. Et vous en avez partout en Amazonie, notamment celles d'il y a 1000 ans qui ont été révélées il y a moins d'un an dans la revue Science, de ces villes, de ces cités perdues d'Amazonie avec Gras Solidar qui permet de, de restituer la superficie du terrain sous la forêt. Ici, vous voyez à gauche une forêt. Une fois qu'on a retiré grâce au lidar numériquement cette forêt, on voit apparaître des structures humaines qui sont d'immenses monticules organisés en ville avec des routes creusées. Vous voyez, on a ici un réseau routier plus grand que le réseau actuel. Toutes ces lignes noires sont des routes creusées qui sillonnent le paysage. Et donc, nous avons des villes avec des avenues centrales. Hein. Des avenues centrales, ça rappelle un peu finalement, il y a un plan en damier avec des champs drainés pour être cultivés dans la ville, d'où leur nom de cité-jardin. Ça rappelle d'une certaine façon nos villes, hein. Sauf que ce sont ces cités-jardins intègrent complètement l'agriculture dans leur structure urbaine. Euh, et je pense que c'est ce type de ville vers lequel il faut qu'on regarde pour l'avenir. Pour finir, la dernière diapositive, je parlais des restes d'anthropisation sur cette photographie, mais vous les aviez devinés évidemment. C'est ces morceaux qui ont été prélevés par par les populations de la forêt. Vous voyez, on prélève un petit bout du bois sans tuer le bois pour faire des manches de hache, pour faire des différents outils. On prélève ce dont on a besoin. Par exemple, des pagaies, on n'a pas besoin d'abattre l'arbre pour ça. Chez les autochtones, on se sert et on facilite la résilience de la forêt. Je vous remercie, désolé d'avoir été bavard, j'avais prévu 25 minutes, j'ai fait 26. Merci Stéphane Rostin. Je ne sais pas si vous entendez les applaudissements, mais en tout cas, il y en a pour vous. Ben, c'est gentil, merci. Voilà. Vous restez avec nous? Oui, je ne bouge pas. Voilà, on va continuer. On va d'ailleurs parler avec vous, Stéphane, et nos autres invités de la prochaine thématique des forêts tropicales aux forêts boréales.